ouais, du coup, c'est vrai, bon, l'intitulé du topo, il est assez large sur la situation de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. À la fois, bon, avec l'ensemble des crises auxquelles la jeunesse est confrontée aujourd'hui, c'est vrai, bon, et on le subit même aujourd'hui à l'université d'été avec la question de la crise écologique qui a passé un nouveau cap. Et je veux dire, enfin, ça, j'ai pas répété tout ce qu'on a vu cet été avec bon, les incendies qui ont éclaté notamment en France, etc., etc. Enfin, voilà. Une, un changement quand même qualitatif, je veux dire, au niveau de la crise écologique, que si on nous en parlait depuis des années, aujourd'hui on le connaît vraiment, et ici même en France. Voilà, bon, avec aussi on peut discuter des crises énergétiques, économiques, etc. La guerre aussi qui est aux portes de l'Europe et qui a enclenché tout un réarmement des pays impérialistes. Et aujourd'hui, je veux dire, on voit déjà les bourgeoisies qui essayent de commencer à mettre au pas, je veux dire, la jeunesse, même si, je veux dire, concrètement en France, avec la généralisation du SNU, etc., enfin plein d'autres moyens qui est en train de mettre petit à petit en place la bourgeoisie et qui forcément sont des crises qui percutent de plein fouet la jeunesse et qui est, enfin voilà, qui est l'une des premières concernées par l'ensemble de ces crises qui menacent directement, je veux dire, notre avenir. Ça, je pense que enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est important et forcément, ça fait un terreau fertile, non, pour la révolte de la jeunesse qui, d'une part, je pense que c'est important à le signaler, a été à l'avant-garde des mobilisations lors des dernières vagues de la lutte de classe à une échelle internationale, non, enfin, il y a plein d'exemples, j'ai pas tous les cités, je pense que j'en louperai, mais du Chili, en passant par l'Algérie, Hong Kong, voilà, enfin, je veux dire, énormément de pays à l'international où la jeunesse a été un acteur à part entière, voire en première ligne, des phénomènes de la lutte de classe, et qui est forcément une réponse, je veux dire, directement à l'ensemble de ces crises, notamment comme au Chili, où ça part des lycéens qui se révoltent contre l'augmentation du prix du métro. Et bon, forcément, je veux dire, l'ensemble de ce contexte auquel est confrontée la jeunesse et le fait que c'est un terreau fertile, non, pour la révolte, bon, ça montre d'une part que la jeunesse elle est au carrefour, je veux dire, des contradictions du capitalisme et de sa crise pardon, structurelle, que bon, il y a énormément de tendances qui sont complexes, qui sont très larges, et pour ce topo, c'est vrai qu'on a décidé d'axer plus sur la question à la fois du mouvement étudiant. Bon, il y a d'autres topos qui vont plus traiter de la question de la jeunesse travailleuse, etc. Et aussi, je veux dire, de l'analyse de l'institution dans laquelle, je veux dire, le mouvement étudiant prend part. C'est la crise de l'université qui cristallise un bon nombre des contradictions auxquelles fait face la jeunesse. Du coup, voilà, l'objectif de mon topo, ça va être à la fois d'expliquer, je veux dire, cette crise de l'université, ses conséquences, et surtout, je veux dire, les défis que le mouvement étudiant et les révolutionnaires qui y interviennent au sein des universités ont face à eux, quoi. Ça, c'est un peu, je veux dire, l'objectif, je veux dire, la problématique de mon topo. Et pour ça, j'aborderai dans un premier temps, du coup, la crise de l'université, à la fois en revenant sur quelques éléments de définition sur l'université qu'on connaît aujourd'hui, sur voilà, quels sont les facteurs de sa crise, pour dans une deuxième partie plus aborder le projet réactionnaire justement que souhaite mettre en place la bourgeoisie depuis des années, des décennies, et voilà, en tant que résolution de cette crise. Et enfin, dans une deuxième partie, du coup, j'essaierai de toucher plus justement quels sont les éléments qui pourraient composer, je veux dire, une issue progressive à cette crise de l'université. À la fois, je veux dire, les alliances que le mouvement étudiant doit réussir à nouer avec les travailleurs, voilà, pour après plus venir sur des éléments de définition des mouvements étudiants, et du défi des révolutionnaires. N'hésitez pas à dire si je parle de trop vite ou pas assez fort, etc., etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire quoi. Euh, Bon, du coup, pour commencer, et plus pour venir sur des éléments quand même de définition de l'université en tant que telle, bon, je pense que c'est important de commencer par démonter en voyant un peu l'évolution même historique de l'université. Je veux dire, la chimère un peu que les classes dominantes essayent, je veux dire, nous mettre en tête d'une université émancipatrice, au service de tous, voilà, qui enseigne et qui diffuse un savoir neutre, etc., etc. Voilà, c'est toute une construction, je veux dire,
qui est à démonter, afin de comprendre que l'université, dans une société de classe, est au service de la classe qui domine, et en l'occurrence, pour le coup, la bourgeoisie. Et ça, c'est ce que je vais essayer de démontrer. Et pour commencer à revenir sur bon, l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui est issue d'un compromis qui a été passé après les grands mouvements de grève, je veux dire, de mai 68, et qui ont mis fin, je veux dire, à une université, je veux dire, d'avant 68, qui est une université qui était issue du napoléonisme, peu coordonné, ultra sélectif, élitiste, bureaucratique. Voilà, on pourrait utiliser plein de termes, mais qui en gros était obsolète aux évolutions du capitalisme et des forces productives, et qui avait en fait la nécessité, même pour la bourgeoisie, de revoir, je veux dire, les cadres et la forme de l'université pour pouvoir former une main-d'œuvre qui soit qualifiée et qui soit adaptée aux nouveaux besoins des entreprises, des grandes entreprises, notamment après la troisième révolution industrielle qui demande plus de cadres intermédiaires, d'employés formés, etc., etc. Ce qui fait que l'université, je veux dire, même avant mai 68, était une université qui est totalement archaïque pour la bourgeoisie elle-même, qui voulait déjà, je veux dire, l'adapter à ses nouveaux besoins. Mais bon, entre-temps, il y a eu quand même l'émergence de mai 68 avec toute la force du mouvement étudiant qui est rentré vraiment en scène. Il s'est démontré comme un sujet politique, social, qui a un poids considérable, je veux dire, dans le rapport de force, et surtout a démontré aussi sa capacité à se lier avec d'autres secteurs, comme le mouvement ouvrier, et ce qui a flanqué une peur bleue, je veux dire, à la bourgeoisie. Et forcément, je veux dire, voilà, ça a contraint en quelque sorte le gouvernement à accélérer, je veux dire, les discussions qui étaient déjà menées à l'Assemblée nationale, etc., etc., dans la transformation de l'université. Et bon, je pense que il y a cette accélération, mais qui quand même, je veux dire, la loi Edgar Force de novembre 68, qui est, je veux dire, sous la pression du mouvement étudiant, et une loi de concession, je veux dire, quand même des classes dominantes. Je pense que de dire que la bourgeoisie voulait déjà changer l'université avant n'enlève pas la force de mai 68 et le fait que l'université qui en découle est une université de concession sous la pression du mouvement, et qui ouvre l'université à des larges, je veux dire, très grandes, je veux dire, de la population, notamment des classes moyennes. Et voilà, c'est je veux dire, une loi, je veux dire, qui marque l'interdiction de la sélection, qui amène l'indépendance académique dans l'enseignement, dans la recherche, etc. Et qui en plus amène ce qu'on peut appeler une co-gestion, je veux dire, avec voilà, une démocratisation en quelque sorte de l'université, avec entrée d'étudiants dans les conseils d'administration, d'enseignants, etc., etc. Et bon, ça c'est sous la force néanmoins de mai 68, qui a forcé même la bourgeoisie à faire une loi totalement de compromis avec des aspects de concession. Du coup, l'université, je veux dire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si j'y reviendrai après, il y a énormément de changements et de tentatives de contre-réforme qui ont été tentées d'être menées ou qui ont été menées. Mais l'université de masse, je veux dire, c'est important de le marquer comme un acquis pour de larges franges de la population, je veux dire, c'est une revendication et c'est un acquis qui est bien au-delà, je veux dire, du milieu étudiant, et qui concerne des larges franges de la population. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à voir, et que la gratuité et le caractère de masse, je veux dire, de l'université est à défendre, et même plus, et voire à étendre, parce que je pense que une fois dit ça, il faut quand même voir que je veux dire, l'université post-68 n'est pas une université qui est ouverte à tout le monde, non, et qui a des fractions importantes, notamment de la classe ouvrière, qui reste exclue de l'université, et encore plus avec les dernières réformes, notamment Parcoursup, qui ont, je veux dire, intensifié une sélection, pardon, avant même l'université, et qui par ailleurs démontre un des rôles le premier rôle que je voudrais revenir sur la question de l'université dans le système capitaliste, qui est un rôle de hiérarchisation de la classe de la qualification et de la main d'œuvre. Et voilà, même s'il y a une ouverture, je veux dire, aux masses, etc., etc., il y a aussi, je veux dire, ça garde quand même cet aspect partiel et inégalitaire en tant qu'il y a une fraction importante de la classe ouvrière qui est exclue, et que ça garde totalement ce rôle en fait de division et de hiérarchisation, pardon, de la main d'œuvre. Ainsi, je veux dire, l'université, en réalité, elle est toujours restée, je veux dire, au service de la classe dominante, malgré les concessions, à la fois à répondre, je veux dire, aux besoins des forces productives, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, la formation de l'ingénieur, de techniciens, de cadres qui sont
formés à faire tourner les rouages, je veux dire, de la nouvelle machine, pour le dire un peu simplement, du capitalisme, assurer la domination de l'idéologie de la classe dominante, et surtout, et je pense que c'est quelque chose aussi à voir dans l'ouverture qu'il y a eu à l'université, de l'université post-68, un rôle d'élargissement de la base sociale en fait de la classe dominante par la cooptation de classes moyennes, en répondant aux aspirations démocratiques qui avaient aussi à l'époque je veux dire, au sein, je veux dire, de la population, à avoir accès à l'éducation tout simplement, et à vouloir, je veux dire, s'élever dans son niveau, voilà, dans son émancipation intellectuelle, dans son niveau de vie, etc., etc. Donc c'est en ça, je veux dire, que l'université, on peut la qualifier de compromis aujourd'hui, dans son sens qu'elle mêle à la fois les intérêts de la classe dominante et à la fois les aspirations légitimes de secteurs, notamment de la classe moyenne. Voilà, et ensuite dans l'espoir de l'ascension sociale, et avec voilà un peu le pacte, je veux dire, méritocratique social qui est passé, d'accepter même, je veux dire, à vivre, je veux dire, des moments de précarité pendant ses études, de voir que c'est normal pour pouvoir ensuite accéder à un niveau de vie plus élevé, etc., etc. Donc voilà, et je pense que c'est important de voir que dans ce compromis, la classe dominante trouve aussi le moyen de stopper la mobilisation et d'assurer la préservation de ses intérêts dans ce sens. Pourtant, cet équilibre aujourd'hui, en réalité, il tend à se casser totalement, et il entre en rupture, dans le sens où l'université, dans cette forme, et avec les concessions importantes qui ont été faites suite à la force de mai 68, est vite devenue défaillante pour la bourgeoisie. D'une part, elle coûte une somme d'argent énorme, et surtout aujourd'hui, elle forme, je veux dire, des étudiants et voilà, du personnel qualifié qui, par la crise économique, etc., enfin voilà, les différents changements de la structure économique du capitalisme ne sont plus absorbés par le marché du travail, et voilà, se retrouvent, je veux dire, au chômage ou dans des situations de sous-qualification, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est toute la contradiction aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui l'université dans sa forme aujourd'hui crée une image, je veux dire, de chômeurs formés, enfin de chômeurs formés, et qui est une base sociale de la contestation, et voilà, de l'opposition, je veux dire, à ce système, et toute la contradiction pour la bourgeoisie est de réussir justement à maintenir cette base sociale qui est la classe moyenne et qui est un pilier de sa domination. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à saisir. Et donc, je veux dire, pardon, je me suis un peu perdu dans mes notes, mais euh, donc voilà, je pense, pour être explicité encore une nouvelle fois peut-être cette contradiction qu'il y a aujourd'hui au sein de l'université, à la fois de créer une masse de chômeurs qui est formée et qui fait la base sociale d'une contestation, et la nécessité, je veux dire, d'avancer pour la bourgeoisie dans des réformes pour pouvoir voilà, couper cette base sociale et assurer encore sa cooptation pour voilà, au capitalisme. Et donc aujourd'hui, forcément, on trouve dans la situation objective de la crise du capitalisme la possibilité de la rupture de ce pacte méritocratique, car je veux dire, l'université ne permet plus, ou de manière moins claire et moins grande, je veux dire, d'accéder à de meilleures conditions de vie et à l'émancipation qu'elle revendique. Je pense que c'est important et à caractériser aussi qu'aujourd'hui l'université, dans sa forme telle qu'elle est aujourd'hui, garde, je veux dire, est vécue comme, je veux dire, a une signification importante quand même pour de larges franges de la population, et c'est dans ce sens que c'est un acquis et que c'est important à le défendre. Pour autant, je pense que, et c'est ce que j'ai essayé de montrer là, mais le rapport des étudiants de la classe moyenne, je veux dire, avec l'institution de l'université, même si forcément il y a encore, je veux dire, un attachement très important à l'université publique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas pour autant mécanique, et voilà, est tout à fait possible, et qu'aujourd'hui une partie des étudiants de la classe moyenne, et même ça s'est vu par le passé, soutiennent, je veux dire, une issue réactionnaire à cette crise, par, je veux dire, tout simplement le développement de ces contradictions. Et justement, je veux dire, je pense que ça c'est quelque chose
d'important à discuter, le fait que depuis des années, des décennies, et même je veux dire de suite après mai 68, la classe dominante cherche à casser, je veux dire, c'était même Pécresse qui disait de manière très explicite, je veux dire, casser ce que mai 68 a détruit de l'université et voilà, casser, je veux dire, cette université de compromis qui aujourd'hui est tout à fait défaillante pour la bourgeoisie. Et voilà, je veux dire, l'université Edgar Faure, pour le dire comme ça, est faite de concessions sur lesquelles la bourgeoisie veut revenir coûte que coûte. Et depuis des années, il y a des séries de réformes ou de tentatives qui ont attaqué ce compromis, à la fois sur les questions démocratiques de cogestion, sur la question de la liberté scientifique et aussi de revenir sur l'interdiction de la sélection. Et voilà, je pense que là, je vais essayer de montrer un peu les différentes logiques des réformes qui ont été menées ces dernières décennies. Euh, Bon, à la fois, c'est clair que le capitalisme aujourd'hui, enfin les capitalistes n'ont plus du tout intérêt à maintenir ce système d'éducation publique et faute d'engager, je veux dire, un combat frontalement parce que il y a eu, je veux dire, il y a cet attachement, je veux dire, de large frange des classes moyennes et même d'une partie des classes, je veux dire, de la classe ouvrière qui est attachée, je veux dire, à l'université et qui a contesté face aux réformes des tentatives de réforme, pardon, qui ont été passées. Je pense que c'est important que bon, la bourgeoisie aujourd'hui essaye une autre solution qu'on pourrait dire que c'est un peu laisser pourrir la situation en développant petit à petit les aspects qui lui étaient favorables dans le compromis de 68 et notamment ça commence sur la question voilà du processus d'autonomisation des universités qui va être prétexte, je veux dire, au désengagement croissant de l'État, en particulier financièrement ces dernières décennies, où justement l'université post-68 qui mettait, je veux dire, en avant la question de l'autonomie sur les questions académiques, etc. Et aujourd'hui un prétexte, je veux dire, pour la bourgeoisie d'approfondir cette autonomie et de couper en réalité l'université de ses vivres et notamment du financement de l'État. Et les réformes tentées au passé par la suite ont un double enjeu, je pense, pour la bourgeoisie. D'une part, revenir sur les conditions démocratiques et d'une autre, ce désengagement progressif privant les universités de leur financement. Bon, pour ça, pour être très rapidement, hein, mais il y a la loi Savary de 1976 qui réaffirme l'autonomie de l'université et qui seront donc obligés de collaborer, pour le dire de cette manière, avec les entreprises, les collectivités qui verront, je veux dire, pour pouvoir avoir des financements de ces partenaires entre guillemets et donc je pense qu'il faut voir que dans cette soi-disant autonomisation de l'université que la bourgeoisie met en place, il y a en réalité c'est l'inverse qui est fait totalement où les universités vont être toujours plus contraints par ces besoins économiques à se plier aux demandes et aux besoins de formation des entreprises, du tissu des collectivités locales, etc. Ça va encore plus s'approfondir avec un phénomène, je veux dire, à une échelle européenne pour le coup, avec les lois Bologne de 1898 et puis Lisbonne en 2000, qui sont, je veux dire, bon, des traités signés par plus de 46 pays européens et qui affichent, je veux dire, explicitement l'objectif de subordonner l'éducation aux besoins économiques de l'Europe et voilà d'avancer encore plus dans la réduction, je veux dire, de l'autonomie académique qui était permis de base aussi par la loi Faure et c'est voilà toute une série de changements qui est fait pour adapter l'université aux besoins du monde socio-économique. Pour avancer encore sur les réformes, je pense que il y a les lois LRU de 2007 et de 2013 où il y a eu énormément de contestations, notamment en 2007 qui en plus a marqué un peu la première défaite historique du mouvement étudiant et universitaire. Voilà, ces deux lois, dont la première a été menée par Pécresse, s'attaquent sur la représentativité des étudiants et des enseignants qui baissent dans les conseils d'administration, qui s'ouvrent aux personnalités extérieures, notamment les entreprises privées. Je veux dire, je pense que c'est important de voir aujourd'hui dans les entreprises, bon, il y a des PDG de Total, il y a des PDG de grandes banques, il y a des PDG, je veux dire, de grandes entreprises qui aujourd'hui sont les principales responsables de la crise auquel est confrontée, je veux dire, la jeunesse. Les universités, enfin, l'indépendance autonomique, enfin, l'autonomie, pardon, des budgets des universités s'approfondit encore plus, ce qui forcément contraint encore plus l'université à trouver des partenaires privés et surtout en plus il y a une mise en compétitivité de l'État entre les universités où voilà les financements de l'État vont être maintenant conditionnés à des performances, etc., ce qui fait forcément
amène énormément de compétitivité et créer, je veux dire, des universités à deux vitesses, à la fois des universités plus, je veux dire, on va dire d'élite, qui vont avoir énormément de financement, qui vont avoir un rayonnement international, et d'autres plus de second rang, voire de troisième rang, ou plus je veux dire, plus concrètement appelé filière poubelle, quoi. Et tout ça fait émerger ce qui est aujourd'hui peut-être le moyen pour la bourgeoisie de mener sa contre-réforme et de manière passive, c'est la question des fusions des universités qui est en cours depuis maintenant un peu plus d'une décennie. À la fois bon, à Paris, je pense pour l'exemple le plus récent avec l'Université de Paris, mais aussi bon, je viens de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux qui est le résultat d'une fusion de trois universités qu'il y avait à Paris. Il y a Aix-Marseille-Provence, etc. Enfin, il y en a plein d'autres en France et qui sont, je veux dire, un moyen de changer de manière voilà, atomisée, je veux dire, université par université. L'université, je veux dire, qui est issue de mai 68, à la fois voilà, dans une logique de rentabiliser l'université et d'une autre aussi, je pense c'est important de mettre au pas le mouvement étudiant par cette division qui est fait je veux dire, dans ces contre-réformes. L'État devient en quelque sorte le gendarme des universités, d'une part en approfondissement, comme je le disais, l'évaluation des performances des établissements, ce qui accroît encore plus la compétitivité. Et euh, pardon, je me suis perdu dans mes notes. Et voilà, enfin, donc voilà, cette logique de rentabilisation d'une part, et d'une autre, la question aussi, et ça c'est peut-être la défaite de la loi LRU de 2007 qui a ouvert, je veux dire, la voie à voilà, une liquidation, pour le dire comme ça, des élans combatifs de l'avant-garde étudiante. Et ça se caractérise d'une part par tout simplement la liquidation en quelque sorte de la cogestion, qui était pourtant fait pour coopter, mais voilà, avec une part toujours moindre d'étudiants dans les conseils d'administration, et pareil pour les enseignants-chercheurs, avec beaucoup plus de clientélisme, et aussi, je veux dire, une répression démocratique, je veux dire, qui est accrue, qui va même jusqu'à voilà, dérogation des codes d'éducation, l'instauration de frais d'inscription comme il y a eu à Paris-Dauphine. Et voilà, et je pense que ça, c'est un phénomène notamment de répression qui s'est encore plus accentué avec le Covid, qui permet aujourd'hui, par exemple, aux universités voilà, de fermer beaucoup plus facilement et de maintenir une continuité pédagogique avec les cours en distanciel. Et bon, voilà, ça c'est signe, je veux dire, de sauts de répression qui ont été vus aussi par les fermetures préventives des universités pendant l'entre-deux-tours, par exemple, après le blocage et l'occupation surtout de la Sorbonne, je veux dire, dans le refus mortifère du second tour qui a été proposé entre Macron et Le Pen. Voilà, tous ces sauts de répression sont autant de signes, je veux dire, de la crise hégémonique de la bourgeoisie qui compense de fait par des forces de coercition. Et ça, bon, forcément, je ne l'ai pas dit explicitement, mais je pense que c'est en fond, c'est le chemin qui est totalement embrassé par Macron, qui veut dire a déjà ouvert la possibilité de renforcer, bon, d'une part la sélection, il l'a fait avec Parcoursup et il continue à le faire, à augmenter les frais d'inscription, et voilà, et même, je veux dire, aujourd'hui, il y a des personnes comme Gary Bobo, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est un conseiller économique important durant la campagne 2017 de Macron, qui bon déjà disait en 2017 à Macron d'avancer dans le fait d'avoir des frais d'inscription à tous les niveaux, et qui aujourd'hui par exemple propose voilà, une solution d'endetter la jeunesse tout simplement pour pouvoir payer ses études, etc. etc. Et en plus il y a tout ce on peut discuter aussi de tout ce que Macron est en train de mettre en place dans la réorganisation, je veux dire, du système éducatif avec les filières courtes, professionnelles, etc., qui permet en plus de donner une main-d'œuvre directement moins chère, qui est plus rentable et qui forme directement aux besoins du patronat. En bref, je veux dire, le rêve de la bourgeoisie, c'est d'avoir une université avec l'accès le plus restreint possible, élitiste, payant, et qui surtout est piloté par le haut avec aux intérêts, je veux dire, des grandes entreprises. Cette volonté réactionnaire, je veux dire, contre-révolutionnaire aussi, je pense que c'est important de le dire, si on part
part aussi de ce que mai 68 a permis d'arracher en termes d'acquis pour de larges franges de la population, cherche une transformation profonde de l'université en remettant en cause cet acquis. Et c'est un projet réactionnaire, je pense que c'est important aussi de le caractériser et ça va m'amener en plus sur une caractérisation à un prix du mouvement étudiant. On n'est pas exclu qu'il y ait un écho, c'est chercher de France, je veux dire des classes moyennes de la jeunesse, dans le sens, et on le voit déjà aujourd'hui avec la polarisation qu'il y a dans la jeunesse, notamment avec la montée de l'extrême droite de ces 5 dernières années, le fait que même pendant les occupations dans l'entre-deux-tours, voilà, il y avait des groupes qui voulaient aller déloger, etc., etc. Et bon, tout le phénomène, veut dire, des montées des idées réactionnaires qu'on observe depuis quelques années et qui s'est encore plus et qui s'est, veut dire, aussi matérialisé durant la dernière séquence d'élections. C'est pas exclu en fait qu'il y ait un écho au niveau dans des branches de la carte moyenne et qui fasse, je veux dire, qui donne, je veux dire, à la crise de l'université ce débouché totalement réactionnaire, sélectif, élitiste et même pourquoi pas, veut dire, qui arriverait avec des questions de préférence nationale, etc., etc. Donc je veux dire la défense d'une université aujourd'hui ouverte, gratuite à tous et toutes, aux enfants d'ouvriers, aux enfants des quartiers populaires, et je pense, je veux dire un enjeu central dans la période, et c'est une revendication qui ne concerne pas seulement les étudiants, mais qui va bien au-delà, et qui va bien au-delà et qui concerne en premier lieu notamment la classe ouvrière, dont une partie n'a jamais eu accès à l'université. Et c'est une revendication qui du coup, par ce fait qu'elle dépasse même les bancs de l'université, est une revendication qui remet en cause l'ensemble de la société de classe. Et donc voilà, je pense que historiquement, le mouvement étudiant, et j'y reviendrai, apparaît comme une caisse de résonance des contradictions sociales. Et aujourd'hui, ces tendances prêtent à une forte polarisation. Donc je pense on peut pas avoir, je veux dire, une relation mécanique je veux dire, entre le rapport entre les étudiants et l'université. C'est une relation qui se forge, je veux dire, au fil des expériences, qui se module, je veux dire, même avec la dynamique de la lutte de classe elle-même. Et c'est pour ça, et là j'arrive, je veux dire, dans ma deuxième partie, sur le fait que pour que le mouvement étudiant puisse basculer justement du bon côté de la barricade, pour le dire de cette manière, il est important de nouer des liens solides avec, je veux dire, les secteurs de la population qui ont intérêt à cette revendication, notamment de l'université publique, et en particulier la case des travailleurs qui en a intérêt. Euh, hum, Ouais, bon, du coup, pour chercher un peu les éléments justement à une issue progressive, je veux dire, de l'université qui soit à la fois une extension même de l'université telle, veut dire publique, telle qu'elle est aujourd'hui, à toutes les franges de la population et même, enfin voilà, et qui en plus permettent même d'aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de la société de classe. Je pense bon, c'est déjà important de déceler les intérêts communs qu'il existe entre notamment le mouvement étudiant et la case des travailleurs qui, bon, pour nous, est, je veux dire, par sa base matérielle, celle qui peut justement faire la révolution et transformer en profondeur la société. Et c'est clair qu'en tout cas, les travailleurs n'ont pas du tout intérêt à défendre, dire, la formation de gestionnaire de ce système qui, en plus, aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, nous mène, je veux dire, dans le mur, dans des crises et promet un avenir, je veux dire, désastreux pour la jeunesse. Par contre, on a tous intérêt, je veux dire, à la formation de professionnels, d'intellectuels, qui servent, je veux dire, les intérêts de la majorité. À la fois, d'une part, je pense qu'il y a les questions, et il faut pas non plus les oublier, de vie quotidienne, je veux dire, des ingénieurs qui sont capables de résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne, des avocats qui sont capables de défendre contre la classe dominante, des sociologues, des historiens qui, voilà, démystifient aussi toute l'idéologie bourgeoise, néolibérale, etc., etc. Et d'une autre part, je pense que c'est important aussi de voir que face à tous les défis, et en particulier, je pense que l'exemple qui peut être assez parlant, c'est la question, je veux dire, de la crise de la crise climatique. C'est l'importance, je veux dire, de mettre au service l'université pour répondre à tous ces défis. Et je pense que ça, c'est notamment, bon, les étudiants, je veux dire, je sais plus exactement, si j'ai un doute si c'est les étudiants de l'ESSEC, mais qui, voilà, lors de leur remise de diplôme sur les questions écologiques, je veux dire, ont craché sur leur diplôme en disant que voilà, ils voulaient pas servir un système qui détruisait le climat et détruisait l'avenir, je veux dire, tout simplement en fait de l'humanité pour le dire rapidement.
Je pense que ça, c'est aussi, je veux dire, des intérêts qui sont tout à fait communs, et que voilà, c'est important que le mouvement étudiant avec ses alliés voit qu'il peut concrètement aussi mettre l'université et ses outils au service, je veux dire, de l'ensemble de ces défis qui sont face à nous aujourd'hui, et aussi, je veux dire, au travail de fabriquer une idéologie qui soit justement au service de d'une nouvelle société qui réponde aux intérêts de la majorité et à l'ensemble de ces défis. Et voilà, je pense que c'est des intérêts, je veux dire, communs, qu'on pourrait encore plus expliciter, je pense, voilà, qui permettent aussi le mariage possible entre les différentes aspirations, et détient un fort potentiel. D'autant plus que dans la complémentarité, pour le dire de cette manière, entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, qui, bon, ce premier ne dispose pas des masses matérielles qu'a la classe ouvrière pour pouvoir faire la grève, pour pouvoir bloquer la société et même avancer, je veux dire, vers une réorganisation de l'économie. Par contre, la fraîcheur, la puissance et l'explosivité, je veux dire, du mouvement étudiant, comme notamment ça s'est vu lors de mai 68, et un allié de poids, pardon, pour la classe ouvrière. Et c'est un cocktail forcément que la classe dominante craint profondément, car justement, je pense que c'est l'une des leçons, je pense, de mai 68, c'est que le mouvement étudiant est capable d'impulser un nouveau souffle de révolte, de radicalité, qui rompt même parfois avec un certain conservatisme, et que l'expérience et les défaites des générations précédentes peut amener. Et voilà, je pense que cette question de fraîcheur et la puissance du mouvement étudiant est quelque chose, je veux dire, son aspect, je veux dire, très subversif, et ses aspirations à la révolte, à plus de radicalité, sont un facteur qui est important, et dont le mariage avec avec le mouvement ouvrier fait véritablement des étincelles. Et justement, pour pouvoir plus arriver sur ces questions de voilà, comment réussir à travailler justement à l'émergence de cette alliance, je vais m'arrêter sur quelques éléments de définition marxiste du mouvement étudiant, voilà, qui est, voilà, à la fois du marxisme un peu classique et un peu des éléments un peu plus actuels. Je pense, bon, d'une manière formelle, faut distinguer l'étudiant enfin, être étudiant, qui est une activité, veut dire, transitoire, non déterminante, et qui, voilà, correspond à une activité qui est d'attraction, d'étude de la société, etc., etc. Et d'une autre part, le mouvement étudiant, qui est la capacité de ces individus, pour le dire comme ça, à agir collectivement dans une situation historique donnée, et avec un poids déterminant dans le rapport de force de la société. Et je pense que ça, mai 68 apparaît comme une démonstration justement du poids que peut avoir le mouvement étudiant quand il se met en place. Dire de manière classique, le marxisme, on définit le mouvement étudiant, on parle d'une caisse de résonance, d'un amplificateur des contradictions de l'ensemble, enfin, de la société, d'une part, parce que le mouvement étudiant est tout simplement, je veux dire, hétérogène, et ça exprime les contradictions des différentes classes qui prennent part, je veux dire, dans l'université, où à la fois on va pouvoir trouver voilà, mon défi des enfants d'ouvriers, comme on va trouver l'enfant de Sarkozy, ou je veux dire, voilà, je veux dire, des élites dans la même université. Forcément, fait une hétérogénéité avec, je veux dire, qui exprime, je veux dire, après, des contradictions d'intérêt au sein même de l'université, et d'une autre manière, je veux dire, et ça combiné avec l'exercice même de l'activité étudiante, qui est voilà, celui de l'intellectuel qui analyse plus de manière abstraite la société, rend plus sensible le mouvement étudiant aux crises et aux changements qu'il produit. Et bon, ça, je pense que ça explique en partie les tendances à la polarisation, et à celle de basculer, je veux dire, d'un côté ou de l'autre de la barricade, pour le dire de cette manière. Et ça, encore plus avec une université de masse qui, en plus, je veux dire, d'exprimer les différentes contradictions des classes d'origine des étudiants, amène à exprimer la contradiction de l'ensemble de la société. Et je pense que, voilà, j'en parlais déjà tout à l'heure par rapport, par exemple, aux mobilisations qu'il y a eu durant l'entre-deux-tours. Je pense que ça illustre, je veux dire, cette question voilà, de polarisation, et d'être parfois, je veux dire, d'exprimer en premier voilà, la contradiction et les crises que le système qui traverse le système.
Et forcément, dans une période de crise globale, je veux dire, et multiple comme on le vit aujourd'hui, l'extension, je veux dire, avec l'université de masse, etc., amène, je veux dire, dans son sillage une base commune pour la mobilisation, non, face à une bourgeoisie qui est de plus en plus décadente et qui a un projet, je veux dire, totalement réactionnaire à proposer à l'avenir, notamment de la jeunesse, à la fois bon, la crise écologique et les guerres qui sont aujourd'hui aux portes de l'Europe, et aussi, je veux dire, tout simplement des conditions matérielles, de précarisation qui se détériorent, pardon, de plus en plus. Et c'est pour cette manière, je pense aussi une autre caractéristique importante du mouvement étudiant, qu'il émerge, je veux dire, historiquement, plus dans la remise en cause idéologique de la société que sur des questions matérielles et sectorielles. Et aujourd'hui, je veux dire, confronté aux crises, aux guerres, le terreau est plus que fertile, je veux dire, pour l'émergence d'un mouvement étudiant puissant et qui déborde largement les cadres de l'université et s'attaque directement à des questions, je veux dire, politiques, à des enjeux, et à tous les enjeux, je veux dire, aujourd'hui qui se présentent à nous. Et voilà, je pense que ça, c'est tout le potentiel, je veux dire, en tant que sujet politique et social, je veux dire que le mouvement étudiant détient même dans ses caractéristiques elle-même. Et bon, ça, je veux dire, dans l'histoire, la manière, c'est pas possible de prédire la manière, je pense, dans laquelle le mouvement étudiant va émerger, je veux dire, à l'avance, dans le sens où, même historiquement, on l'a vu à la fois, il a pu jouer un rôle de détonateur des mobilisations, d'anticipation même des événements de la lutte de classe, non notamment en mai 68, où c'est sa force qui a réussi, je veux dire, en tissant un programme qui fasse converger différents secteurs, a permis de tirer le mouvement ouvrier aussi des griffes de la bureaucratie syndicale par sa fraîcheur, sa combativité et les démonstrations de force que le mouvement étudiant a été en capacité de faire, notamment dans la rue. Mais aussi, je veux dire, je pense qu'il y a eu d'autres faits où voilà, le mouvement étudiant s'est uni aux luttes, je veux dire, de l'ensemble des exploités et a réussi à être un acteur important de mobilisation qui forcément ne concernait peut-être pas directement dans ses revendications le mouvement étudiant et l'université. Et je pense qu'aujourd'hui, par ailleurs, le contexte économique et social actuel, avec l'augmentation de la précarité, etc., et le fait que de plus en plus d'étudiants en fait sont contraints à devoir travailler. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus un étudiant sur deux qui travaille et qui se retrouve dans des conditions d'une extrême précarité, et ça encore plus après la crise sanitaire. Bon, fait forcément qu'il y a une possibilité, je veux dire, voilà, de rejoindre aujourd'hui la lutte de classe peut-être partielle, mais qui s'exprime pour l'augmentation des salaires, etc., etc. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait que le mouvement étudiant est capable enfin, la jeunesse en général est capable d'avancer directement des revendications d'ordre politique, notamment, je pense, et là je pense notamment bon, je pense en Algérie où la jeunesse, je veux dire, a développé des revendications contre la dictature de Bouteflika et a réussi à être l'avant-garde du phénomène de révolte qu'il y a eu. Pour autant, je veux dire, voir la contradiction quand même aujourd'hui du mouvement étudiant, c'est qu'en France, il y a eu énormément de mouvements ces dernières années, je veux dire, voilà, des gilets jaunes, en passant par la réforme des retraites, etc., etc., où le mouvement étudiant a manqué à l'appel, pour dire de cette manière, ou du moins n'a pas réussi à se lier avec ces secteurs en lutte et à converger dans son programme, dans ses revendications et ses moyens d'action. Et ça, je veux dire, on peut l'expliquer à la fois, je pense, par la destruction, pardon, des traditions militantes, avec voilà, le néolibéralisme qui est arrivé, qui a atomisé le milieu étudiant, qui a détruit, je veux dire, une tradition aussi militante qui était importante et qui du coup ne s'est plus transmis, et aussi je pense, bon, les défaites, je veux dire, de ces dernières décennies du mouvement étudiant lui-même, notamment la LRU qui est un tournant important. Je le répète un peu, mais je pense que c'est important. Et après, bon, voilà, d'une autre part, je pense la forte implantation de l'idéologie libérale qui fait prédominer dans les solutions individuelles aussi, et qui par ailleurs pose un défi important pour le mouvement étudiant, et du moins pour sa faction révolutionnaire, et j'y viens de réussir justement à batailler contre cette idéologie individualiste, et à donner concrètement un programme, une stratégie qui permet aux franges les plus larges, pardon, du mouvement étudiant, voilà, de lui donner une visée programmatique, stratégique, et voilà, d'une solution collective, je veux dire, à l'ensemble des crises que la jeunesse peut traverser aujourd'hui. Et justement, je veux dire, je pense que de l'ensemble de ces analyses aujourd'hui en découle le fait que, voilà, en tant que catalyseur
des contradictions de la société, le mouvement étudiant se mordrait la queue en quelque sorte à se limiter, je veux dire, à lui-même, je veux dire, à son propre cadre de l'université, dans un syndicalisme un peu basique pour le dire de cette manière. À la fois, je pense que la question syndicale, enfin voilà, ça pose un peu la question, voilà, de l'activité syndicale dans le mouvement étudiant, où j'y reviendrai d'une question d'une fraction révolutionnaire pro-ouvrière, dans le sens où voilà, la limite objective aujourd'hui au syndicalisme au sein du mouvement étudiant, veut dire, je pense que c'est important de voir que c'est totalement repose sur la chimère de l'unité du mouvement étudiant. Et j'ai dit bon tout à l'heure, à la fois l'hétérogénéité du mouvement étudiant sociologiquement d'une part et politiquement d'une autre part, veut dire en fait aussi, je veux dire, est une limite objective et matérielle à l'émergence d'une unité du mouvement étudiant qui serait sur des bases communes, matérielles, économiques ou quoi, qui pourraient se mettre en mouvement. Je pense que ça, c'est l'une des choses où énormément, il y a eu énormément de débats, même dans l'intervention dans le mouvement étudiant lors du XXe siècle, qui me pointaient, je veux dire, tout simplement cette chimère qui est souvent menée, je veux dire, au mouvement étudiant à se mordre la queue et à se limiter, je veux dire, à une contestation pour améliorer en quelque sorte les conditions d'études, alors que la jeunesse elle est posée aujourd'hui face à des défis, je veux dire même de questions vitales, que c'est la crise écologique, que c'est la guerre, la crise économique, etc., etc., et qu'il y a des enjeux politiques beaucoup plus, je veux dire, dont la jeunesse est très sensible et est portée à se mobiliser, qui dépassent largement des revendications purement estudiantines, syndicalistes, sur des conditions d'études et sur les conditions d'études principalement. Et justement, car le mouvement étudiant peut anticiper les flambées de la lutte de classe à venir et à se lier, je veux dire, avec les secteurs, avec ces phénomènes les plus avancés, ce serait en quelque sorte, je pense, pour le dire de cette manière, jouer la stabilité du régime que d'enfermer le mouvement étudiant dans le cadre d'une lutte académique, syndicale. Et voilà, même si la précarité permet quand même, je pense, une homogénéisation d'une partie de la jeunesse dans ses conditions matérielles d'existence, je pense que c'est quelque chose qui est important, même à partir de là, à développer tout un programme contre la précarité. Les crises qui font la politisation de la jeunesse aujourd'hui, je veux dire, amène une rupture non pas à partir des conditions matérielles d'existence pour les étudiants, mais bien plus une rupture idéologique avec la classe dominante et le monde qu'elle engendre. Et ça, par ailleurs, c'est ce qui fait aussi son caractère incontrôlable et voilà l'énergie subversive qu'elle engendre dans son sein. Euh, euh, et voilà, je pense, je le disais déjà, mais je pense, pour un peu plus approfondir la question que euh, aujourd'hui on voit que même après la crise du Covid, il y a eu une explosion, je veux dire, de la détresse psychologique des étudiants au niveau des dépressions, dans l'isolement, les conditions de vie qui ont été terribles pendant ce temps et qui ont amené, je veux dire, une détresse psychologique très importante et qui font forcément il n'y a pas ça forcément en France, mais dans la jeunesse à un niveau international, même il y a eu des phénomènes, je veux dire, de jeunesse harakiri, je veux dire, qui tout simplement, je veux dire, n'ont tellement plus d'espoir, je veux dire, en la société, etc., et n'ont pas trouvé d'issue politique pour pouvoir, je veux dire, politiser voilà, tout simplement, pour le dire, comment dire, voilà, le manque d'espoir et se retrouver voilà, confronté, je veux dire, à l'impasse que nous mène aujourd'hui le capitalisme. Je veux dire, il y a eu énormément de phénomènes qui, je veux dire, en France aussi, il n'y a pas un phénomène, on peut pas dire qu'il y a un phénomène de jeunesse harakiri qui, voilà, avec des vagues de suicides, etc., etc., mais il y a eu quand même, je veux dire, ces dernières années, je veux dire, des multiplications de ces phénomènes dramatiques, à la fois dans les lycées, à la fois aussi au sein voilà, de l'université. Moi, par exemple, et ça a été l'un des facteurs qui m'a énormément politisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'immolation d'Anas à Lyon. Je veux dire, un étudiant qui, contre ses conditions de précarité, etc., je veux dire, a voulu mettre fin à ses jours en une lettre qui dénonce en plus, je veux dire, voilà, les gouvernements successifs qui ont amené à la précarisation et le fait qu'en fait, il a perdu ses bourses parce qu'il avait redoublé une troisième fois. Bon, voilà, je pense qu'il y a une multiplication d'une part de ces événements dramatiques et d'une autre part, je pense que il y a un manque d'issues politiques aussi qui font que, et je le dis de manière pas, non péjorative, dans le sens où, mais voilà, des jeunes
et ce que je disais tout à l'heure, dans le sens de lutter contre l'idéologie individualiste qui a mené le néolibéralisme, où l'issue politique, je veux dire, à la crise, c'est d'aller planter des betteraves et aller dans des fermes autogestionnaires. Je ne dis pas de manière péjorative, mais dans le sens où, voilà, c'est se priver aussi, je veux dire, de la force que peut être le mouvement étudiant, et surtout la nécessité qu'il y a aujourd'hui aussi d'avoir un intellectuel qui planche, je veux dire, à résoudre tous les défis, et bon, je me répète un peu sur qui se présente aujourd'hui face à nous, et donc et c'est ça, je veux dire, qui amène notre intervention en tant que avec le point levé en particulier, de vouloir détacher une fraction révolutionnaire, mais qui permettent aussi d'amener concrètement une perspective, bon, marxiste, mais aussi communiste, d'une nouvelle société, à la fois dans son organisation, mais aussi les moyens et une stratégie pour pouvoir y arriver. Et ça, je veux dire, c'est une question pour pouvoir, je veux dire, cette base révolutionnaire se base aussi sur une, je veux dire, compréhension de classe, je veux dire, de caractère de classe de l'université qui est dans son essence, et qui fait que le mouvement étudiant ne peut pas être envisagé comme un sujet autonome qui puisse dans ces cadres opérer une transformation de la société. Et par ailleurs, ça c'est aussi une différence qu'on peut avoir avec une vision réformiste ou néo-réformiste de l'université qui s'agirait à sauver, je veux dire, on entend beaucoup sauver l'université publique, etc., etc. Que bon, nous on pense elle a toujours été et elle est aujourd'hui au service, je veux dire, des intérêts du grand patronat, et voilà, ça se base aussi sur cette compréhension qui est la base d'une bataille politique aussi au sein du mouvement étudiant, qui se tend par ses propres contradictions à se diviser, et donc voilà, forcément voilà, qui se tend à se diviser. Voilà, et partant de là, on y voit l'objectif non stratégique aussi d'intervenir dans chaque lutte du mouvement étudiant, dans chaque lutte progressive, pour pouvoir gagner les secteurs de masse étudiante qui se joignent, je veux dire, dans la lutte, je veux dire, contre un ennemi commun, au mouvement ouvrier, pour en finir, je veux dire, avec l'exploitation. Et je pense que ça, c'est un défi aujourd'hui qu'a le mouvement étudiant en face de lui, qui soit celui d'être en capacité de proposer justement un nouveau pacte ouvrier universitaire, pour le dire de cette manière. Et cela, bon, passe forcément aujourd'hui par le développement d'une part de revendications qui s'adresse directement à la classe ouvrière. À la fois, voilà, je disais tout à l'heure sur la question d'une université publique gratuite et ouverte à tous, dont je veux dire, ces cadres on doit réussir, je veux dire, ça peut être un acquis de réussir à élargir ces cadres, et qui sont aussi de revenus, je veux dire, étudiants, qui permettent, je veux dire, à voilà, tout étudiant venant de tous secteurs sociaux de pouvoir faire ses études, des questions de logement, questions de partage du temps de travail, etc., etc. Enfin voilà, des revendications qui permettent de faire le lien, et de notre part d'amener les bases démocratiques aussi d'auto-organisation qui permettent d'avoir les cadres qui permettent l'extension du mouvement étudiant. Donc voilà, je pense que notre objectif, c'est notamment de détacher une fraction révolutionnaire qui comprenne que la seule issue progressive, je veux dire, à l'ensemble des crises qui font face à la jeunesse, c'est une solution, je veux dire, révolutionnaire, et que cela passe aujourd'hui aussi par, je veux dire, la construction d'un parti ancré dans la classe ouvrière et qui est en capacité d'en prendre la direction. Que ça, c'est aussi, je veux dire, une autre définition, pardon, de marxiste, je veux dire, du mouvement étudiant aussi en tant que vivier de cadres et de dirigeants pour le mouvement révolutionnaire. Mais je veux dire, la position qu'on porte et dans laquelle on veut batailler au sein du mouvement étudiant aussi, elle veut se saisir de l'espace qu'est l'université par ses caractéristiques, sa composition, qui offre, je veux dire, la possibilité aussi de raviver la conscience de classe, de se faire un lieu de la mémoire collective aussi, je veux dire, du mouvement révolutionnaire marxiste et ouvrier depuis maintenant 200 ans, et ça pas seulement pour des questions historiques, mais pour des questions aussi d'en tirer les bilans des expériences qui ont été faites ces 200 dernières années dans l'ensemble du mouvement révolutionnaire, pour pouvoir en tirer aujourd'hui ce qui, je veux dire, peut nous mener, je veux dire, enfin voilà, doit nous mener à une solution concrète à tous les solutions, je veux dire, à toutes les crises qu'il y a aujourd'hui, concrètement pour pouvoir faire avenir, pour le dire de cette manière, la solution révolutionnaire. Et je veux dire que ce soit un lieu du coup qui ravive la conscience de classe, un lieu qui s'ouvre, veut dire, à l'ensemble de la population, et en particulier celle de la classe des travailleurs. Et voilà, pour en arriver plus à la conclusion, et voilà, face aux crises climatiques, économiques, l'explosion de la précarité, la guerre aux portes de l'Europe, le réarmement impérialiste et la mise au pas, je veux dire, de la jeunesse que la bourgeoisie prépare dès aujourd'hui, il est urgent, je veux dire, de réactiver au sein du mouvement étudiant et de la jeunesse un courant, le courant de la révolution. Et c'est ce qu'on propose forcément de faire avec le point levé, je veux dire, partout en France, et derrière laquelle on entend
voilà, regrouper la fraction révolutionnaire du mouvement étudiant et une fraction qui veut dire qui justement des bilans d'histoire, notamment je sais pas, de 1848 à Paris, la Commune de Paris, en passant par la révolution de 17 en Russie, la guerre civile espagnole jusqu'en mai 68 pour ne citer que cela, apprennent et portent justement qu'afin d'opérer une transformation profonde et révolutionnaire de la société, le mouvement étudiant, comme par ailleurs tout autre, doit lier, je veux dire, stratégiquement son avenir à celui de l'unique classe de la société qui est capable aujourd'hui de s'émanciper soi-même et donc d'émanciper le reste de la société qui est la classe ouvrière, qui est le prolétariat. Et bien plus encore, je pense que l'histoire de la seule révolution socialiste victorieuse en Russie et plus gravement encore même les trop nombreuses, je veux dire, révolutions vaincues et écrasées du XXe siècle, voilà, nous apprennent et imposent aujourd'hui la question de la construction d'un parti révolutionnaire qui soit en capacité de mener la classe ouvrière dans ses tâches historiques d'apporter une solution à l'ensemble, je veux dire, des maux de la société, en particulier toutes les crises multiples qui menacent directement notre avenir en tant que jeunesse. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de porter justement avec le point levé. Peut-être sur ça aussi pour ouvrir la discussion du coup sur la question, je veux dire, de l'importance du lien, je veux dire, du mouvement étudiant avec le mouvement ouvrier pour des questions stratégiques et aussi, veut dire, qu'il trouve sa synthèse dans le parti, qui soit capable, et dans un parti, je veux dire, véritablement révolutionnaire et qui soit capable de faire en sorte que tous les mouvements de révolte et le renouveau de la lutte de classe qu'on est en train, qu'on analyse depuis quelques années, puissent, je veux dire, être fertiles et je veux dire, nous débarrasser de toute exploitation à jamais, quoi. Voilà.